Alors, bonjour à tous, bonjour Monsieur Astor. Bonjour Monsieur Astor. Donc, aujourd'hui nous allons vous présenter à l'oral notre dossier écrit de RSE. Notre dossier a pour thème la discrimination en entreprise. Donc, notre dossier s'articule en 3 points. Le premier point porte sur les discriminations basées sur la nature de la personne, c'est-à-dire la discrimination basée sur, par exemple, l'appartenance à une ethnie ou à une nation, sur le sexe, sur l'état de santé, sur l'âge. Ça porte en fait sur les discriminations que la personne ne peut pas changer, sur les discriminations qui sont basées sur ce qu'elle est et pas ce qu'elle peut changer. La deuxième partie portera sur les discriminations en entreprise basées sur les convictions, c'est-à-dire les convictions syndicales, religieuses, politiques de la personne. C'est en fait tout ce qui est au niveau des idées de la personne quand on est pour ou contre et qu'on la discrimine. La troisième partie de notre dossier portera sur toutes les politiques mises en place pour lutter contre les discriminations en entreprise. Donc on verra toutes les organisations et tous les organismes qui luttent au sein des entreprises pour éviter qu'il y ait de la discrimination. Donc notre première partie, la discrimination basée sur la nature de la personne, se met en 4 points. Le premier point est la discrimination basée sur l'appartenance à une ethnie ou à une nation. La discrimination basée sur l'appartenance à une ethnie ou à une nation est appelée en fait discrimination raciale et est assimilée au racisme. Le racisme en fait c'est une idéologie qui part du postulat qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres, donc des races qui sont inférieures à d'autres, et donc partant de ce constat, considère donc qu'il est naturel d'être condescendant vis-à-vis des personnes qui appartiennent justement à ces races dites inférieures ou d'être soumis à ces races dites supérieures. La deuxième discrimination basée sur la nature de la personne est la discrimination basée sur le sexe de la personne, c'est-à-dire si c'est un homme ou une femme. Ça induit donc des inégalités sur le marché du travail entre les deux sexes, sous forme d'emploi, de salaire, mais aussi de temps de travail, de congés et d'accidents de travail, comme c'est détaillé dans notre dossier. Le troisième point s'appelle la discrimination basée sur l'état de santé et l'handicap. Ce type de discrimination concerne principalement les problèmes de personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes physiques, qui les obligent en fait à s'absenter régulièrement du travail. Et ces problèmes peuvent être, donc, comme j'ai dit, physiques ou psychologiques. Du fait de ces absences, l'employeur peut être en fait gêné dans le déroulement de l'activité de son entreprise et peut donc entraîner une discrimination à terme de ce type de personnes. La quatrième et dernière discrimination basée sur la nature de la personne est la discrimination basée sur l'âge. En effet, ce type de discrimination concerne principalement les personnes âgées. Selon les recruteurs, les seniors ont du mal à s'intégrer dans les équipes qui généralement sont plus jeunes. Contrairement, c'est contraire au fait que les jeunes, eux, arrivent à s'intégrer dans une équipe de seniors. En effet, le senior présente le risque de tomber malade, de devoir s'absenter régulièrement. On lui reproche également de coûter plus cher qu'un jeune diplômé. Et enfin, en dépit d'une longue expérience professionnelle, le senior, à cause de tout ça, qui est en recherche d'emploi, éprouve de nombreuses difficultés à en trouver, puisqu'il y a une réelle discrimination envers eux dans l'entreprise. Alors maintenant, nous allons aborder les discriminations basées sur les convictions, c'est-à-dire ce n'est plus les discriminations basées sur votre physique et sur ce que vous ne pouvez pas changer, ça va être les discriminations qui vont être basées sur ce que vous avez choisi d'être. Donc la première discrimination, c'est la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Il faut savoir que 2,5% des plaintes par an déposées à la police concernent les discriminations basées sur l'orientation sexuelle. C'est-à-dire 200 plaintes par an. Quand on connaît un petit peu la société dans laquelle on vit, on le voit bien, ça ne reflète absolument pas la quantité de discrimination sur le terrain. La deuxième cette discrimination, elle se manifeste de différentes manières. Le premier, ça va être la difficulté d'évoluer dans l'entreprise
pour un homosexuel, par exemple, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas accéder à des fonctions de manager, qui vont être considérées comme des fonctions bien trop viriles. Ensuite, le deuxième, c'est les relations de travail avec les autres salariés d'un même niveau. C'est-à-dire que le fait qu'un homosexuel fasse son coming out va en quelque sorte lui provoquer des railleries. Ça va provoquer des railleries, ça va provoquer un certain nombre de messes basses, la personne va se retrouver exclue. En fait, le problème pour ce type de discrimination, c'est que les mentalités n'ont pas encore réellement changé. Et pour les discriminer, cette situation est omniprésente, parce que la vie privée d'une personne se retrouve à chaque instant sur le lieu de travail, dans les pauses, à des dîners d'affaires, pendant des réunions. On parle toujours à un moment de sa vie personnelle. Donc alors maintenant, les discriminations basées sur l'activité syndicale et les opinions politiques. Donc il faut savoir que ces discriminations peuvent servir à plusieurs choses. Par exemple, ça peut être un outil de management. Là, les objectifs vont être doubles: fragiliser la victime et apeurer les autres salariés qui seraient tentés par une action syndicale. Donc alors, je vais vous donner l'exemple d'une entreprise qui a utilisé ces deux méthodes. Donc c'est l'entreprise basée sur Martigues, Sud Aviation. Donc elle a décidé de créer en fait un phénomène de masse sur leurs employés. Ils ont changé absolument tous les managers. Ils ont pris uniquement les managers les plus assidus à l'entreprise, les plus disciplinés, et ils ont formé ces managers pour casser leurs employés, pour en faire des employés dociles. En plus de ça, ils ont créé un syndicat, du coup, de l'entreprise, un syndicat un petit peu obligatoire. Les personnes ont été obligées d'adhérer à ces syndicats. Du coup, la conséquence de ça, ça a été 7 ans d'inaction syndicale et de quelques revendications que ce soit. Donc après, on peut identifier les 4 aspects de cette discrimination syndicale. La discrimination va être collective, c'est-à-dire qu'elle va s'adresser à l'ensemble du groupe, à l'ensemble des salariés. Ensuite, la discrimination peut être à l'embauche, c'est-à-dire que si l'employé sait que vous êtes syndiqué, il va éventuellement ne pas vous embaucher. Alors ça, vous avez le droit de ne pas dire que vous êtes syndiqué et l'employeur ne pourra pas vous renvoyer après, mais bon, quand même, s'il le sait, c'est une discrimination qu'il peut faire. Ensuite, les discriminations au cours des relations de travail, on l'imagine bien pour les syndicats. Et ensuite, la discrimination au cours du licenciement. On peut licencier un syndicat dans certaines situations parce qu'il est syndiqué. Ensuite, les discriminations basées sur l'appartenance à une religion. Donc on va essayer de ne pas rentrer sur le débat de la laïcité, mais en tout cas dans les entreprises, on ne doit pas spécialement afficher sa religion, mais des discriminations existent tout de même. C'est-à-dire que les musulmans ne seront peut-être pas toujours embauchés lors d'un entretien d'embauche, contrairement à un catholique. Le critère de religion reste quand même un critère très grand au niveau des discriminations, surtout à l'embauche. Et enfin, les discriminations basées sur le physique. Alors celle-ci, on en parle peu, mais il faut savoir que par exemple un tatouage mal placé dans le cou va pouvoir engendrer une discrimination particulièrement à l'embauche, mais aussi pendant les relations de travail. Par exemple, une jeune fille qui aurait un petit tatouage dans le dos pourrait subir des railleries ou des moqueries. Donc voilà, pour conclure, on peut dire que les discriminations dans les entreprises, elles ont lieu à l'embauche, mais aussi pendant les relations de travail, bien évidemment. Et que pour l'instant, bien que la législation fasse tout pour essayer d'atténuer en fait ces discriminations,
on le voit bien, c'est réellement les mentalités qui doivent changer. Merci de votre attention. C'est pas fini. C'est pas fini. Ah, pardon. Donc, après avoir justement évoqué les différentes discriminations qu'il peut y avoir en entreprise, nous allons parler des politiques justement mises en place par les législations ou qui sont mises de façon privée dans l'entreprise pour justement empêcher ce type de discrimination au travail. La première des politiques mises en place pour lutter contre ces discriminations au travail, c'est tout simplement l'inspection du travail. L'inspecteur du travail, en fait, contrôle les entreprises, il constate les infractions, notamment celles qui sont relatives aux discriminations interdites. Il peut, s'il le souhaite, visiter une entreprise sans avoir à s'annoncer, procéder à une enquête, entendre des témoins et verbaliser toute mesure revêtant un caractère discriminatoire s'il en existe un dans l'entreprise qu'il visite. La deuxième politique mise en place, c'est les organisations syndicales. Alors, elles sont représentatives au plan national ou dans l'entreprise, et si elles le sont, elles peuvent exercer justement un poids contre la discrimination au travail, en faveur des salariés de l'entreprise ou d'un candidat à l'emploi. Même un candidat qui n'est pas syndiqué, s'il est repéré par un membre du syndicat et qu'il a subi une discrimination à l'embauche, le syndicat, par l'intermédiaire de son représentant, peut justement agir en la faveur du candidat. Le troisième politique, ce sont les associations de lutte contre les discriminations. Alors les associations de lutte contre les discriminations régulièrement constituées depuis 5 ans peuvent exercer en justice toute action relative à des agissements discriminatoires. En faveur toujours d'un salarié de l'entreprise, d'un candidat à un emploi, comme ça a été dit précédemment, plus ou moins, si une association qui ne porte pas le nom de syndicat, qui est une association privée qui lutte contre les discriminations, peut agir en justice pour justement préserver l'équité de traitement vis-à-vis d'un salarié. La quatrième politique mise en place sont les délégués du personnel. En cas d'atteinte aux droits de l'homme et aux libertés individuelles résultant de mesures discriminatoires, mais également de faits de harcèlement sexuel ou moral en matière d'embauche, de rémunération et ainsi de suite, plus ou moins, les délégués du personnel sont des représentants de l'entreprise qui peuvent justement protéger les salariés des discriminations. La cinquième politique mise en place justement pour protéger ces discriminations est le défenseur des droits, anciennement la HAL, qui l'a absorbé. C'est une autorité constitutionnelle et indépendante, chargée notamment de lutter contre les discriminations directes ou indirectes prohibées par la loi. La dernière des mesures qu'il est possible d'utiliser pour justement éviter la discrimination en entreprise, c'est en fait une mesure particulière qui s'appelle le testing. Ça constitue en fait à envoyer 2 CV d'une même personne qui a les mêmes qualifications. Sur le premier CV, on mentionnera par exemple de quel sexe elle est, si elle est syndiquée, plusieurs en fait, informations relatives aux discriminations. Et sur un autre CV, ne pas les mentionner et voir si justement la personne qui mentionne ce type de discrimination est retenue ou pas. Donc ainsi, nous avons vu les différentes discriminations mises en place qui peuvent être vues en entreprise et nous avons vu les politiques mises en place les plus représentatives pour lutter contre la discrimination. Merci. Merci.